Vous êtes un militaire américain et votre sous-marin fait surface à travers la banquise. Vous pensez être seul, mais quelque chose se met à violemment taper la paroi. Paniqué, vous branchez la caméra, et là, un ours blanc bien balèze, pas content d'avoir été dérangé. C'est la grosse frayeur qu'a eu l'équipage de l'USS Connecticut. Et ils ont vraiment pas eu de bol, puisqu'en octobre 2021, ils ont percuté une montagne sous-marine qui ne figurait pas sur les cartes, 11 blessés graves. Dans ces titans de métal armés jusqu'aux dents, la moindre erreur est fatale. Fin du monde, mission secrète et mort par dizaines, voici 5 histoires terrifiantes sur les sous-marins. Le sous-marinier qui a sauvé le monde. Vous ne le connaissez pas, c'est pourtant grâce à ce Russe que vous êtes encore vivant aujourd'hui. On est en 62, le pic de la guerre froide. Cuba, à 400 km de la Floride, s'est allié à l'URSS et reçoit armes, troupes et missiles. Dans son sous-marin, Arkhipov vient les aider. Il a avec lui un atout très spécial, une torpille nucléaire aussi puissante qu'Hiroshima. Transporté dans un vieux sous-marin diesel qui doit régulièrement revenir à la surface, ce qui en fait une cible facile. Voilà pourquoi, exceptionnellement, le commandant de bord a le droit de faire feu nucléairement sans attendre les ordres de Moscou. Quand ils sont à la moitié du trajet, les États-Unis découvrent des missiles balistiques terrestres sur Cuba. C'est la panique mondiale. Kennedy décrète le DEFCON 3. Une armée entière est envoyée dans l'Atlantique pour intercepter le moindre russe. Dans le sous-marin, l'équipage n'a aucune idée de la situation. Il ne capte que quelques bribes de la radio de Miami. On entend parler d'attaques sur Cuba. La guerre serait-elle déclarée ? La panique s'installe. La climatisation rend l'âme. Il fait plus de 40 degrés, chauffé par les vapeurs de diesel et d'acide de batterie qui rendent l'air irrespirable. La moindre inspiration est une souffrance. Impossible de se rincer la gorge, l'eau est rationnée à 1 verre par jour. L'air et l'essence viennent à manquer. Il faut refaire surface. Problème, au-dessus d'eux, 40 destroyers et 358 avions sillonnent jour et nuit les environs. Le B-59 est repéré, il plonge en urgence avec seulement 6 heures d'autonomie. L'océan est calme, trop calme pour se cacher. Un bruit terrifiant se met à retentir. Le chant du loup. Ce sont les sonars des destroyers qui pilonnent la coque. Ils sont repérés. À la surface, les Américains sont plutôt confiants. Le sous-marin n'a pas beaucoup de choix. Il va finir par se rendre bien gentiment. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une arme nucléaire sous leurs pieds. Après quelques heures, ils envoient le signal, des petites mines d'entraînement qui explosent pour secouer le sous-marin. Le message est simple, les gars, laissez tomber, on vous a eu, rendez-vous dans le calme. Sauf que les Russes, ils ont pas le même signal. Pour eux, c'est une déclaration de guerre. Pour l'honneur de la patrie, il ne reste qu'une chose à faire. Lancer l'arme nucléaire et raser cette maudite flotte. Le commandant de bord tourne la première clé, son second approuve, la torpille va partir et Arkhipov débarque. Lui est le commandant de la mission. Il a aussi son mot à dire. Dans cette dispute sous 45 degrés, s'est joué le destin de l'humanité. Une attaque nucléaire près des côtes américaines aurait enclenché la grande riposte mondiale. Le B-59 honteux fait surface, on l'autorise à rentrer en URSS où il devienne la honte de la nation. Arkhipov, toute sa vie, sera hanté par ce manque de reconnaissance. Sa fin de vie fut tragique, puisqu'il était à bord du K-19, l'Hiroshima sous-marin dont on vous reparle en fin de vidéo. Mais pour le moment, on a une autre histoire terrifiante à vous raconter. Qu'est-ce que ça fait d'être piégé dans un sous-marin qui coule ? En 1983, après plusieurs mois de mission, le K-429 soviétique rentre à sa base pour entretien. Les équipages crevés retournent dans leur famille et on commence à démonter l'engin. Son capitaine, Nikolai Souvorov, pensait prendre des vacances, mais il reçoit un coup de téléphone, le K-429 doit tout de suite repartir en mission. C'est absurde, rien n'est prêt. Pas le choix, on remonte le sous-marin en urgence. Souvorov est obligé de recruter à la va-vite un équipage de fortune, 120 hommes, dont un tiers n'ont pas l'expérience de la mer. Il se met en route, s'éloigne un peu du port et décide de lancer un petit test. On va plonger sous l'eau à quelques mètres. Pas très compliqué, il suffit d'ouvrir un tout petit peu les ballasts pour faire entrer un tout petit peu d'eau. Le K-429 coule à pic. Les nouveaux marins ont fait n'importe quoi et ont mal paramétré les quantités. 60 tonnes de liquide sont entrées en quelques secondes. La boulette. Pire, l'eau s'infiltre à l'intérieur. Les ouvriers de la base ont oublié de refermer la ventilation. Il reste une dernière chance. Souvorov ordonne de vider les ballasts pour remonter. Le gars qui s'en occupe s'en mêle les pinceaux et relâche dans l'eau la moitié de l'air comprimé. Encore une boulette. Le sous-marin est coincé au fond de l'océan. La radio marche pas, l'air vient à manquer et de l'hydrogène commence à s'échapper des batteries. Ils n'ont plus qu'à attendre la mort dans leur cercueil de métal. Ou pas. Souvorov a une idée. Quelqu'un doit sortir, remonter les 40 mètres jusqu'à la surface et nager plusieurs kilomètres jusqu'à la base, dans l'eau glacée de l'Arctique. Ils n'auront aucune bouteille d'oxygène, sinon leurs poumons et le peu d'air contenu dans la combinaison de sauvetage. Mission suicide.
suicide. Dans le noir complet, ils devront s'introduire dans la baie des Torpilles, un tube d'à peine 50 cm de large et plus de 9 mètres de long. Il fait froid, ils ne voient rien, ils manquent d'air, mais continuent de ramper sans savoir quand le calvaire se terminera. Et puis enfin la sortie. Ils remontent, les tympans et les organes pulvérisés par la pression de l'eau. À la surface, rien, personne, pas une seule terre en vue, le bad. Épuisés, ils nagent sans s'arrêter, et puis, deuxième miracle, ils croisent la route d'un patrouilleur russe. Presque tout le monde sera secouru. Le K-429 intact et même renfloué. Tout est bien qui finit bien ? Pas vraiment. Souvorov est condamné à 10 ans de prison pour avoir mal commandé son navire. Figurez-vous que 20 ans après, la Russie connaîtra un accident similaire. Le Kursk était un bijou de technologie. Selon Poutine, il était censé rappeler au monde que la Russie est une force incontournable sur les océans du monde entier. Malheureusement, en plongée dans la mer de Barents, il explose. 95 marins meurent sur le coup. Seuls 23 survivent et arrivent à s'isoler dans un compartiment que l'eau n'a pas englouti. Miracle, ils ont avec eux des cartouches de superoxyde de potassium, transformant le CO2 en oxygène. Ils n'ont plus qu'à attendre qu'on vienne les sauver. Sauf qu'une cartouche de superoxyde de potassium tombe dans l'eau salée, la réaction chimique s'inverse, tout l'oxygène est absorbé. Ils meurent asphyxiés avant d'avoir pu trouver une solution. En vrai, ça n'aurait pas changé grand-chose. La Russie, par ego, a refusé toute aide occidentale pendant 5 jours, ça aurait été trop long, quoi qu'il arrive. Cette force inconnue qui t'entraîne dans les profondeurs. C'était une journée de pêche comme toutes les autres pour les 5 marins français du Bugalet Braze, jusqu'à ce que d'un coup, le navire se fasse emporter dans les profondeurs. Personne n'a eu le temps de mettre son gilet de sauvetage, ils sont tous morts. En inspectant l'épave, on se rend compte qu'un câble du filet a été étiré de 140 mètres. Il s'était accroché à quelque chose sous l'eau. Un sauveteur qui repêchait les corps affirmera qu'une immense masse sombre rôdait dans les environs. À la recherche de quoi ? Ce jour-là, il y avait des exercices militaires dans la zone. Un sous-marin peut-être. Justement, le Dolphin des Pays-Bas serait rentré peu après pour des réparations, il aurait percuté un câble. Il y a aussi un sous-marin anglais, le Turbulent, qui avait soi-disant annulé son exercice le jour J. Problème technique. L'un d'eux a-t-il percuté le Bugaled ? Officiellement, non. Comble du bizarre, les enregistrements des messages radio reçus par les gardes-côtes ont tous été effacés, pile le jour du naufrage. Vous voulez savoir le fin mot de l'histoire ? Eh bien, nous aussi. Entre absence de preuves et secret défense, la justice française a conclu à un non-lieu, la justice britannique à un accident de pêche. Pourtant, c'est déjà arrivé. En 1998, des pêcheurs sud-coréens ont pris dans leur filet un sous-marin nord-coréen, tellement emmêlé qu'il a suffi de les remonter à la surface. Malheureusement, à l'intérieur, tout le monde s'était donné la mort pour éviter l'interrogatoire. Y a pas que les bateaux qui se font emporter dans le fond, les sous-marins aussi. C'est un phénomène naturel qui terrifie tous les sous-mariniers, l'onde interne. Une vague sous-marine qui vous happe d'un coup sans prévenir, 4 millions de mètres cubes d'eau qui vous frappe par surprise. Impossible à prévoir, on sait juste que ça a tendance à arriver quand des eaux à différentes densités se rencontrent. Si vous avez le malheur de vous faire attraper dedans, votre sous-marin va être aspiré par le fond. Vous sentirez petit à petit la coque craquer sous la pression, puis céder comme une chips. Impossible d'en échapper. C'est certainement le sort qu'ont connu les hommes du KRI Nanggala, disparus en Indonésie le 21 avril 2020. L'Hiroshima sous-marin. En 1954, les États-Unis construisent le tout premier sous-marin à propulsion nucléaire. C'est une révolution. Son autonomie lui permet de rester plusieurs années sous l'eau sans devoir remonter. Autant vous dire qu'en pleine guerre froide, quand l'URSS a appris ça, elle a mis toutes ses équipes sur le projet. Il leur a fallu que 3 ans pour inaugurer le premier sous-marin nucléaire soviétique, mais c'était pas suffisant. Il fallait faire mieux que les États-Unis. Il fallait un mastodonte de 114 mètres de long pour 5000 tonnes équipé de missiles balistiques nucléaires. En 1960 était créé le sous-marin K-19. Mais il y a un problème. Dans la marine, il existe une superstition. Certains navires seraient maudits. Quand ils enlèvent la vie une fois, tu peux être sûr que dans le futur, d'autres personnes mourront à bord. Et dans le domaine, le K-19 explose tous les records. 11 personnes vont mourir pendant sa construction. 3 peintres dans un incendie, 6 femmes asphyxiées par des vapeurs toxiques en collant un revêtement, un marin se fera écraser par la fermeture d'un silo et un autre se fait aspirer dans les mécanismes. Même la bouteille de champagne qu'on lancera pour l'inaugurer ne se brisera pas. Le mauvais présage par excellence. Et en mer, ça continue. Un marin se fait écraser, un autre se fait couper les 2 jambes. Après les premiers essais de tir de missiles, on se rend compte qu'une partie de la coque se détache. Il y a des fuites d'eau parce que des ouvriers avaient oublié des joints, périscope brisé, moteur qui s'arrête et même une collision avec un autre sous-marin.
En février 72, un violent incendie se déclenche, 12 membres d'équipage restent enfermés 24 jours et 30 autres meurent. Là, vous vous dites que c'est trop, qu'on aurait dû le mettre hors service il y a un moment. Et vous avez raison, surtout qu'on vous a pas encore parlé de ce qui lui a donné son surnom, l'Hiroshima sous-marin. Lors du premier démarrage du K-19, il s'est produit un accident qui restera longtemps secret. On alluma le moteur nucléaire sans vraiment suivre les procédures. Normalement, il faut monter progressivement la puissance du moteur, tout en contrôlant la pression avec les manomètres. Mais là, on avait oublié de les brancher. Le temps que les techniciens réalisent l'erreur, les canalisations avaient encaissé le double de ce qu'elles pouvaient supporter. Ça a gonflé les tuyaux et fragilisé les parois. On aurait dû les remplacer, mais ça voulait dire des millions de frais et plusieurs mois de retard. Impossible pour la propagande. On va donc passer tout ça sous silence. Ce qui devait arriver, arriva. Le 4 juillet 1961, un tuyau éclate. Le commandant aurait dû tout arrêter. Mais à ce moment-là, ils sont en plein exercice, il n'a pas le droit d'échouer, alors il ne fait rien. Il continue de pousser les moteurs à fond, ne se rendant pas compte qu'il n'y a plus d'eau dans le réacteur. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Subitement, la radio tombe HS. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur augmente de partout. On atteint les 800 degrés. Le problème est au niveau du réacteur. Une explosion thermique est imminente et elle irradiera tout aux alentours. Le capitaine va devoir prendre une lourde décision. Il ordonne aux ingénieurs de fabriquer un système de refroidissement de fortune avec l'eau douce stockée à bord. Ça pourrait marcher, mais ça voudrait dire qu'il faut envoyer des hommes là-bas et que des hommes vont devoir s'exposer à des niveaux de radiation extrêmes. C'est une mission suicide. 8 hommes pourtant se porteront volontaires, dont Boris Korchilov, quelqu'un qui par sa gentillesse était aimé de tous. Les 8 le savent, ils vont mourir. Ils s'engouffrent dans la salle du réacteur, passent plusieurs minutes à souder le système de fortune, et ça marche. Le réacteur repart. Malheureusement, à la sortie, ils sont pris de vomissements. De la mousse jaune sort de leur bouche, ils enflent, souffrent terriblement. Boris Korchilov a reçu 54 sieverts de radiation. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 suffisent à tuer un homme. Il n'y aura pas de happy end. Leur agonie sera terriblement douloureuse et la mort inévitable. Et le reste de l'équipage est sauvé au moins. Pas vraiment. Tout le sous-marin était irradié à travers la ventilation. Alors, il faut trouver de l'aide et rapidement. Il y a bien une base de l'OTAN pas loin, avec des navires américains qui leur proposent de l'aide, mais le capitaine russe refuse. Il a peur que les secrets soviétiques soient relevés à l'ennemi. Finalement, ils arriveront à rejoindre la terre ferme. 14 autres membres mourront après l'accident et presque tous souffriront de douleurs, engourdissements, cancers et insuffisances rénales dans les décennies suivantes. En 2006, l'ancien président Gorbatchev demandera à ce qu'on leur remette le prix Nobel de la paix pour avoir évité un accident nucléaire en pleine guerre froide. Merci à eux. Si vous voulez plus d'histoires du genre, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker. On a déjà parlé de la dernière histoire dans cette vidéo sur les sauvetages extrêmes. Il y en a dans l'espace, dans une grotte inondée, et je vous la conseille vraiment. D'ici là, évitez de regarder au fond de l'eau ce qui se cache sous vos pieds. Allez les amis, ciao!